Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve encore ce matin du mercredi 18 janvier 2017 sur les ondes de City FM 89.9 MHz dans les plateaux de la région maritime et sur la chaîne du futur LCF votre télé. Ce matin, nous sommes au numéro 120 de votre émission Toc Toc. Nous recevons sur ce plateau Alassane Antaro, le patron du journal La Vérité des Peuples. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tous les téléspectateurs de LCF et les auditeurs de City FM. Ça, la précision, il faut cette précision-là. Oui. En face de Alassane Antaro, nous avons David Baini Djamavi. Il est journaliste multicasquette. Il est à l'agence de presse Free Press. Il est aussi sur togosite.com. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la LCF et sur City FM. Dans la seconde partie, nous aurons sur ce plateau Monsieur Uro Akpo Tchanyao. Il est député à l'Assemblée nationale, il est vice-président de la commission des finances, également cadre du parti ANC. D'abord, voici la une des journaux. Nous démarrons par le journal Fraternité de Joël Ega. Gambie, jeudi de toutes les incertitudes. La hausse et la dette publique au Togo, va-t-on vers l'austérité Togo-Maroc du vendredi prochain? Un match dans le match. Maître Aboibo, nouveau patron du CAR, les raisons d'un retour étonnant. Le triangle des enjeux de Jérôme Sossou est dans lesquels également ce journal titre à sa une. Folie des grandeurs et retour aux anciennes méthodes au sein du CAR. Maître Yaovi Aboibo, l'autre Yaya Djamé du Togo. Conflit, le rituel de pyramide of Yehweh aura-t-il raison sur le pacte de sorcellerie satanique et occulte des 50 ans de règne de Gnassingbé sur le Togo? Le libéral a écrit cérémonie de présentation de vœux, message-réponse du chef de l'État au corps diplomatique Fort Gnassingbé, préoccupé par la situation en Gambie et la sécurité. Qu'en total 2017 chez Adebayor après le nul contre la Côte d'Ivoire contre le Maroc, tout est possible. Le quotidien privé Liberté de l'Écosse ce matin à la une. Troisième opérateur de téléphonie mobile, Sina Lawson, désavoué par la RTP. Il y a de la place pour un troisième opérateur, assure le DG. Investiture d'Adama Barrow ce 19 janvier. Fort Gnassingbé ira-t-il déloger son frère et ami Yaya Djamé? ITIE est à cœur de troc et de fourniture d'infrastructures, des contrats de concession flous, des exonérations sans donner chiffres. La dépêche d'Apollinaire Mewenemesse. Développement à la base, remise de prix à 11 meilleurs jeunes entrepreneurs. Crise scolaire dans les savanes, plus de 50 lycées, manque de professeurs de maths et de physique. Gabon 2017, première journée, groupe C, les éperviers des jours, les pronostics. Jean-Pierre Fabre interpelle Targon s'indigne, c'est par rapport à la mise en place de la commission de réflexion sur les réformes. La voix du peuple est dans les kiosques ce matin. À la une, marché de agro-acier, gestion scrabreuse et opaque. Le comeback de Maître Yaovi Aboibo, une farce à l'alternance. L'Indépendant Express, Carlos Kitaou, à son journal de l'école ce matin. Problématique de l'alternance politique au Togo, régime Gnassingbé, 50 ans d'immobilisme, place au fatalisme. Chantier route Nochentou, s'écocède sa part à MNS. L'Allemand Martin Rose se réveille. Car Mediavia Boibo s'impose à la tête d'un panier à crabe. Politique économique, Ashkrin opposition, Nicolas Lawson
tir à boulet rouge. Le médium aide à la caisse à une société religion les graves dérives des pasteurs qui mettent en mal la société togolaise. Politique, opposition, retour du Messie Yaovi à Boibo à la tête du CAR, le miracle n'aura pas lieu. L'alternative. Commerce, contrebande et concurrence déloyale. Les cimentiers togolais portent plainte contre Dangote à la commission de la CEDEAO. Car à Boibo, le retour des méthodes noires. Statut spécial de la police nationale qui bloque la prise du décret d'application. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Le jingle et vous allez suivre la première partie de l'émission Entre confrères. Retour sur ce plateau, nous sommes avec Alassane Antaro de Vérité des Peuples et David Baini Djabavi de Afripresse et Togosite.com. Rebonjour chers confrères. Bonjour. Nous allons parler football pour démarrer. Nos éperviers sont au Gabon. Ils ont entamé leur premier match lundi dernier. Ils ont joué contre la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le match. À la fin, 0-0, un nul. Plutôt ration, Alassane Antaro. Ouais, il faut dire quand même que les éperviers, moi, personnellement, me rassurent. Et puis, le sélectionneur n'est pas n'importe qui. C'est un sélectionneur qui a fait ses preuves en Afrique. Aujourd'hui, seulement c'est que nos éperviers, je crois qu'avant même l'entame du match, ont eu une certaine peur au ventre parce qu'en face d'un tenant ou bien en face d'un tenant du titre, d'un champion d'Afrique, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe la saison dernière ou la CAN dernière. Donc j'ai suivi avec intérêt d'ailleurs le match. Mais je me dis aujourd'hui que l'espoir renaît pour les éperviers parce que nul n'a pronostiqué que le Togo ou les éperviers devaient tenir tête à la Côte d'Ivoire. Parce que même dans les coulisses, nous avons suivi un peu comment, dans une certaine liesse, les Ivoiriens avaient déjà dit que le Togo serait écrasé par un score fleuve. Aujourd'hui, nous arrachons un point. Ce n'est pas... On a gagné le combat, on n'a pas encore fini la bataille. Ça veut dire qu'il y a encore 2 matchs à jouer face au Congo. Et vous savez que le Congo a été tenu par le sélectionneur Claude Leroy. Donc, sûrement qu'ils connaissent le système de jeu du sélectionneur Claude Leroy. Donc, il doit falloir que les éperviers mettent des coudées doubles pour pouvoir affronter le Congo démocratique à la 3e journée. Puisque notre second match, moi j'ai suivi aussi le match du Congo-Maroc. Je crois que c'est quand même jouable. C'est quand même jouable parce que les Marocains, je me disais que peut-être c'est une équipe qui serait un peu difficile. Mais comme le football n'est pas une science exacte, on attend de voir ce qui en serait. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il faut encourager nos éperviers parce que même le chef de l'État sur son compte Twitter l'a dit, que vraiment il faut saluer la promptitude et puis la bravoure de ces éperviers qui ont tenu tête à la Côte d'Ivoire qui se trouve être champion d'Afrique. David Baili Djabavi, vous avez suivi le match certainement? Bah ouais. Vos impressions à la fin de ce match et vos sentiments surtout? Comme tous les Togolais, nous avions suivi ce match qui était d'abord le premier match des éperviers à cette Coupe d'Afrique des Nations et qui était fondamentalement le match le plus important parce qu'avant ce match-là, on ne vendait pas cher la peau des éperviers. Les dernières sorties de certaines analyses prédisaient aisément que la Côte d'Ivoire allait faire du Togo une bouchée, mais à la fin, on a compris qu'en football, les pronostics pré-match ne donnent pas des résultats auxquels on s'attendait. On a vu une équipe nationale togolaise assez forte, assez motivée et assez fière de rencontrer cette grande équipe qui est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier, la Côte d'Ivoire championne
de la dernière CAN. Et donc on a vu quand même des joueurs qui étaient très décidés à vendre cher leur peau. Et sur le terrain, la différence s'est fait remarquer dès les premières minutes de cette rencontre qui a mobilisé tout le public sportif togolais. On a senti la volonté des éperviers de repartir de ce match avec une victoire ou forcément au pire des cas avec un match nul, et ça a été le cas. Aujourd'hui, le Togo peut s'estimer une grande nation du football, qui a une équipe nationale assez forte. Nous avons 2 matchs à venir qui sont aussi capitaux que le premier match. Le match avec le Maroc sera celui décisif parce que le Maroc a déjà perdu sa première sortie contre la RDC. Du coup, le Maroc voudra se rattraper dans cette compétition en peut-être espérant de gagner le Togo. Et ce deuxième match, est celui qui va véritablement tracer la voie des éperviers pour aller peut-être au deuxième tour, parce qu'on repartira avec 4 points si on a une victoire contre le Maroc. Et la dernière rencontre avec la RDC sera celle qui viendra peut-être situer la première ou la deuxième place de cette poule. Donc nous sommes fiers en tant que Togolais d'avoir pu tenir tête à cette grande équipe qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes rassurés, les éperviers ont donné d'eux-mêmes, et aujourd'hui on peut quand même être fiers d'avoir cette équipe qui, au départ, avec tous les petits soucis qui ont accompagné l'organisation et tout le reste, sur le terrain nous avions vu des éperviers assez motivés, assez engagés pour gagner cette rencontre. Et un match nul pour nous, c'est déjà une victoire. Les autres victoires vont suivre contre le Maroc et la RDC. Alors quel schéma tactique mettre sur pied pour remporter notre deuxième match? Ce sera contre le Maroc vendredi prochain. On a vu contre la Côte d'Ivoire, on a joué plutôt vers un jeu défensif. Maintenant, contre le Maroc, il va falloir marquer les buts pour gagner à la Antarou. Nécessairement, parce que le football, quelles que soient les circonstances, à la fin, il faut marquer pour avoir la victoire. Et donc, je le disais tantôt, entre-temps, j'ai eu comme l'impression que les éperviers jouaient tout un peu pliés sur eux-mêmes parce que ils avaient peur de l'adversaire. Aujourd'hui, David vient de le dire, le second match se trouvait un match très capital parce que le Maroc a perdu. Donc, le sélectionneur qui ne démérite pas a quand même beaucoup de systèmes dans sa besace. Je suis sûr qu'il va peaufiner des systèmes de jeu pour contrecarrer le Maroc. Mais il faut dire que le Maroc aussi ne va pas se laisser faire parce que ce Maroc qui a déjà encaissé, face à l'équipe du Congo démocratique. Donc je crois que le second match serait très capital. Et ce que nos joueurs doivent faire, c'est de montrer qu'ils sont capables, c'est de montrer qu'ils peuvent jouer en avant, parce que ce système qu'ils ont employé, le premier match, ça c'était pas trop convaincant. Maintenant, il faut attaquer et marquer des buts, parce que c'est avec les buts que nous pouvons espérer aller au deuxième tour. Alors, quelle motivation pour les éperviers pour essayer de gagner la rencontre vendredi prochain? Est-ce qu'il faut une motivation spéciale? Bon, c'est vrai que Koudro, c'est un spécialiste, il est à sa 9e CAN, il connaît les messages qu'il faut pour donc doper son équipe. Mais que faut-il faire puisqu'on doit gagner forcément le Maroc pour espérer une qualification pour les quarts de finale? Bon, l'une des grandes motivations, selon moi, qui pourrait encore doper la mentalité des éperviers, c'est peut-être d'avoir le chef de l'État sur le terrain à la prochaine rencontre. Je pense que c'est vendredi, après demain. Le président de la République peut aller encourager ses éperviers. Nous sommes à la deuxième journée. Oui, mais c'est le match décisif. Si nous perdons le match contre le Maroc, nous ne le souhaitons pas, eh bien ça va être compliqué pour il y a espoir pour la totale journée. Mais on préfère garder l'espoir, la totalité de l'espoir, autour de nous au deuxième match, que d'aller faire des calculs sur le troisième. Alors si le chef de l'État peut se déplacer pour aller au Gabon, aller soutenir les éperviers, je pense que ça va former. Mais il y aura des gens qui vont le critiquer, ils diront mais qui ne fait rien, il y a les gens dans ce pays, il y a les gens qui trouveront à dire, David, dans ce connaît. Un terrain de football,
Et le football a été la seule discipline qui a réuni toutes les tendances politiques de ce pays, dans un seul ensemble. On n'a jamais vu les militants d'un parti contre ceux-ci dans un match de football qui réunit les éperviers sur le terrain. Alors, si le chef de l'État, il a déjà fait, il a déjà écrit sur son compte Twitter, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous avons un match contre le Maroc le vendredi prochain. Il faut une grosse mobilisation. Et comme je l'ai dit, la première grosse mobilisation, c'est celle relative à la présence du chef de l'État. Bon, le président, il peut peut-être dire, écoutez, les joueurs, ils peuvent faire un tuteur, envoyer un message à travers le ministre des Sports pour dire, écoutez, si vous vous qualifiez pour les quarts de finale, je vous fais un cadeau spécial moi-même, un cadeau personnel. Ça, ce serait une sorte de motivation que de se dépasser sur le Gabon. Ceci pourra être un compliment, mais moi, en tant que féru du football, j'estime quand même que sa présence physique sur pour un deuxième match, c'est pas évident. C'est pas évident. La mobilisation se fait déjà sentir un peu dans le public togolais. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé lundi à 16h, un peu avant ce match, avec le public qui s'est mobilisé, avec toute la grande mobilisation que nous avions pu remarquer. Cette mobilisation, elle est importante. Il faut aussi que le capitaine Adebayor motive ses collègues sur le terrain. C'est lui le porte-flambeau des éperviers aujourd'hui. C'est à lui d'apporter la motivation. Et ensemble, il faut qu'il y ait une symbiose au sein des éperviers pour que contre le Maroc, on puisse avoir cette victoire. Mais je maintiens encore la nécessité de la présence du chef de l'État sur le terrain au Gabon. Je ne crois pas, je ne crois pas qu'il doit falloir que nécessairement le chef de l'État se déplace. Il a déjà fait sur son compte Twitter. Il soutient d'abord même le fait que le chef de l'État ait une certaine clairvoyance, ce n'est pas quand même trop de le dire, de recruter un entraîneur pas comme les autres. Je crois qu'il accompagne déjà. Et puis vous voyez, aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment donné où le public togolais n'a plus foi aux politiciens. Et c'est avec le football que tout le monde se retrouve. Il y a une certaine mobilisation, même avant le match face à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment les Togolais se sont mobilisés. Nous avons même des informations à l'intérieur du pays. Il y a une mobilisation monstre. Mais le chef de l'État, c'est vrai, il a quand même un calendrier très chargé, certes. Bon, ça ne veut pas dire que se déplacer témoignerait d'une certaine volonté pour accompagner les éperviers. Je ne crois pas que c'est tout à fait nécessaire, mais il peut, peut-être même à travers les écrits, il envoie des messages pour encourager. À travers le ministre des Sports qui est sur place. Qui est sur place, qui peut se déplacer au nom et pour le compte, au nom et pour le compte du chef de l'État pour aller soutenir sur place les éperviers. Le ministre est là, il est là, le ministre est sur place depuis. Bien sûr, il est sur place, qu'il puisse quand même accompagner au nom du chef de l'État, que voilà, le chef de l'État m'a donné cette mission de vous accompagner. Et ça donne encore du tonus à nos ambassadeurs. On l'espère. Mais il y a un seul regret lors de ce match de lundi, c'est que les Togolais auraient souhaité que la journée soit une journée journée continue. Comme on le voyait en 98 et 2000. C'est dommage, ça n'a pas été fait. Du coup, ce jour-là, les gens fuient le boulot. Et ça fait un peu désordre. Prochainement, que le gouvernement fasse un calendrier clair, qu'on sache qu'à 14h, on quitte le boulot et c'est parti pour demain. Ça rejoint un peu ma proposition de la présence du chef de l'État sur le terrain. Si on chôme, pas chômer, faire journée en continu. On l'a essayé dans ce pays lors des CAN 98 et 2000. Si on propose une journée continue avec arrêt du travail peut-être à 13 ou à 14 heures. Mais ça rejoint forcément ma proposition. Le chef de l'État n'aura pas un calendrier. David, pendant les 2-3 heures qui vont suivre le match. Donc, il peut prendre son avion, rapidement rallier Libreville ou, je ne sais pas, Oyem ou le Gabon en tout cas, et aller voir les éperviers. Ce budget, qui servira le jet privé, peut peut-être doper les joueurs. On préfère qu'il avance ça que de prendre son jet. 5 milliards parce qu'on aurait besoin de 5 milliards. David, on va évoluer. Nous sommes en pleine canne et c'est le moment ou la période que choisit la CET pour couper le courant. Et ce truc-là commence par déranger et on a décidé d'en parler ce matin. Depuis lundi, il y a les coupures de courant. Pas seulement Lomé, à l'intérieur du pays, Palimé, Bassa, Sokodé, Kara. Dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers de Lomé, c'est toujours des coupures de courant. Et les gens n'ont pas pu suivre, par exemple, le match de lundi. À l'intérieur du pays, n'ont pas pu suivre parce qu'il n'y a pas de courant. Dans plusieurs quartiers de Lomé, les gens n'ont pas pu suivre le match parce qu'il n'y a pas de courant. Est-ce que vous avez des nouvelles de la CET?
Il faut dire que d'entrée de jeu, la CET ne communique pas suffisamment. À l'époque, vous vous rappelez quand même qu'il y avait quand même des insertions dans la presse, à la télé, à la radio et autres, pour informer un peu le public de ces coupures. Aujourd'hui, je crois que celui qui est à la tête de cette boîte mène une certaine gestion approximative. Sinon, comment comprendre qu'en pleine canne, qu'il n'y ait pas de courant pour permettre aux Togolais de suivre comme il se doit le match, puisque les éperviers y prennent part. Je crois, et les informations que nous avons eues à notre possession, c'est qu'entre-temps, le DG qui est arrivé, puisque retenez que le DG Kakati, il était là entre-temps, et après, le chef de l'État a vu qu'il faut, puisque le secteur de l'énergie est un secteur stratégique pour l'économie nationale, on a dû passer par des appels à candidature. C'est ce qui a fait que le DG Djeteli est arrivé. Aujourd'hui, le DG, puisque le DG Djeteli est à Mizoupeto à l'époque. Donc, aujourd'hui, le DG Kakati est arrivé. Généralement, j'ai comme l'impression que la boîte est gérée d'une façon approximative, parce que il semblerait qu'il y a un certain concours qu'on a lancé. Il y a certains que le DG avait recruté. Le DG Djeteli avait recruté. C'est des gens qui ont fait 2 ans et plus, 3 ans même et plus. Et un grand matin, lorsque le DG Kakati est arrivé, et on les répudie. Et pour recruter certains jeunes... On les a renvoyés. On les a renvoyés, aller aux nouvelles, on les a renvoyés. Et il y a des jeunes qui sont là, ces jeunes qui n'ont aucune... ils ont certes certaines qualifications, mais qui n'ont aucune expérience pour gérer la boîte. Aujourd'hui, tous les Togolais, tout ce que les Togolais veulent, c'est quoi? C'est d'avoir le courant. C'est que lorsque vous faites une demande à la CET, que vous puissiez avoir rapidement le courant électrique. Le branchement. Aujourd'hui, il y a un autre problème. On nous dit que, entre-temps, la CET a des problèmes parce qu'il faut gérer d'une façon un peu restreinte pour pouvoir payer certaines dettes contractées au niveau de la CEB. Et concours global, est-ce qu'on ne doit pas au concours global? Je crois que le problème se situe aussi au niveau de l'administration, du conseil d'administration. Lorsque on place pour une société étatique, on place des hommes d'affaires comme Daou, Jonas Daou à la tête du conseil d'administration. Il y a péril en la demeure. Mais selon nos infos, il fait un bon boulot. Non, il essaie de redresser la boîte. Qu'est-ce que vous en savez? Nous avons nos informations aussi. Non, moi j'ai des informations comme vous. Nous sommes journalistes, on a fait des investigations, on a mené des investigations. Vous savez que Daou, c'est un homme d'affaires. Lorsqu'on place des hommes d'affaires, qu'est-ce que les hommes d'affaires, c'est des mercantilistes. Ils veulent leurs intérêts avant l'intérêt général. Donc c'est ce qui se passe avec la boîte aujourd'hui. Si nous avons de temps à autre des coupures intempestives, il ne faut pas que vous vous étonnez. C'est parce que l'administration, ceux qui sont à la tête de l'administration, comme Jonas Daou, gèrent mal la boîte. Lui, le président du conseil d'administration. Il y a un DG qui est là, qui fait le travail. Je ne refuse pas. Le DG est là, mais qui administre la boîte? Il y a quand même un administrateur. Okay. Et je crois que c'est parce qu'ils ne mettent pas des coudées franches, c'est parce qu'ils ne gèrent pas d'une façon rationnelle cette boîte-là qu'aujourd'hui nous sommes obligés de constater malheureusement ces coupures intempestives en pleine canne. Donc il doit falloir à ce que le chef de l'État, puisque aujourd'hui, moi je voulais chuter pour dire que aujourd'hui ce que le chef de l'État doit faire, c'est de relancer ce qu'on appelle un appel à candidature. Et là, celui qui sera à la tête de cette boîte, on sait qu'il a mérité. Et si aujourd'hui il y a encore ces coupures intempestives, je crois qu'il a l'obligation de s'expliquer. Parce qu'il a été recruté sur la base d'un concours. Merci Alassane Antarou. Rapidement, mot sur les coupures de courant qu'on a enregistrées ces derniers jours à Lomé, à l'intérieur du pays. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est peut-être aussi l'avis de beaucoup de Togolais. On a déjà vu à une canne au stade Kégué ici, en présence du chef de l'État. Oui, canne 2017, canne des cadets. Des cadets, on a déjà constaté, remarqué la coupure du courant en pleine compétition. À 2 reprises. Voilà, 10 minutes de la fin du match. Le chef de l'État était dans les stades ce soir-là. Et donc, assister à cette coupure intempestive de la CET lors de cette canne ne relève pas
recette miracle. On est habitué. Et le problème ici, c'est que cette compagnie ne communique pas, n'explique pas les raisons, ne donne pas les éléments nécessaires pour avoir un calendrier de coupure de ces courants. Du coup, en pleine compétition, on ne vous informe pas, on coupe et avec cette coupure qui entraîne des désagréments et tout, des dégâts dans les appareils, on refuse de communiquer. Quand vous vous approchez de cette compagnie, on ne veut pas vous donner l'information. Je ne suis pas étonné parce que la gestion de cette compagnie est d'une gestion assez scrabreuse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on assiste... Que mettez-vous dans la gestion scrabreuse? Vous avez des éléments? Une gestion difficile. Comment pouvez-vous comprendre que la nouvelle direction qui est là n'est pas capable de fournir de l'énergie aux Togolais, alors qu'à la fin du mois... Mais avant cette nouvelle direction aussi, il n'y avait pas forcément l'énergie. C'est pas nouveau les coupures. C'est parce qu'il y avait eu un problème dans la gestion de cette boîte qu'il a fallu changer de directeur. On a amené un nouveau directeur qui a promis relever le défi. Le défi, il a de le relever, on le voit. Mais David, de toi à moi, c'est que quand même, les coupures, c'est pas vraiment récurrent. Hein. Oui, mais les coupures arrivent à quelle période? Vous imaginez, je ne sais pas, sur l'euro, qu'on se mette à couper de l'électricité aux Français comme ça, sans aucune explication. Mais la France et le Togo, c'est le jour la nuit. Le problème qu'on dénonce ici, c'est le manque de communication. Si la CET avait informé les utilisateurs ou les clients de la coupure de l'électricité, on ne se plaindrait pas. Junior, vous êtes d'accord avec moi? On n'informe pas. Avant, ils sortaient des communiqués radio et presse et tout. Ils ne communiquent pas en pleine prestation, en plein match. On coupe l'électricité et ce n'est pas pour 10 minutes, ce n'est pas pour 15 minutes, c'est parti pour 30 minutes, 1 heure de temps. Voire des heures. Chez nous, à Lomé, c'est encore mieux. Il faut aller à l'intérieur du pays. C'est des heures. Voilà, c'est des heures. On ne dit rien. Et donc, vous voulez qu'on les qualifie ou qu'on leur tente trop plus, je ne comprends pas. Il faut que cette compagnie comprenne que le client est roi chez eux et qu'ils doivent servir le client. S'ils ne sont pas capables de servir le client, ils peuvent vider le plan. David, n'oubliez pas que le Togo n'a pas une autonomie énergétique et que nous achetons le courant du Ghana, de la Côte d'Ivoire, voire du Nigeria, et que ceux-là, s'ils ont des problèmes aussi, ils nous privent, ça on le sait. Hein. Ça on le sait, oui, mais nous, c'est nous qui payons, les clients qui payons le mais si la CET n'a pas la capacité, il faut qu'il coupe. Comment comprendre que cette compagnie n'a pas la capacité de fournir de l'énergie au Togolais? Moi, je ne peux pas comprendre cela. Mais attends, si les fournisseurs disent qu'ils ont des soucis aussi, et nous sommes en saison sèche, et généralement en saison sèche, il y a des baisses au niveau de l'eau, au niveau de la voltaïque. Donc ça veut qu'ils ont des soucis de l'électricité aussi dans ce pays. C'est le lieu de mettre en valeur les éléments physiques que nous avons dans ce pays. Oui, des barrages. On a des barrages, il faut construire. Le Togo s'est retiré de la construction du barrage d'Adjarala. Il faut faire de moyens. Oui, mais il faut chercher d'autres alternatives pour pallier justement ce déficit. Moi, en tant que client, parce qu'à la fin l'énergie solaire, par exemple. À la fin du mois, on m'apporte une facture salée. Si je ne paye pas, on ne m'informe pas de la coupure. On vient couper l'électricité. Alors qu'on me vend cette énergie chère. Ne me dites pas que c'est parce que à la CEB ou chez les Nigériens ou chez les Ghanéens, ils ont des problèmes là-bas que nous allons en souffrir. Il faut disposer d'un programme réactif pour pallier justement ces déficits-là. On en a marre de ces coupures d'électricité. Merci, on va dire un mot sur la Gambie où, en principe, Yaya Jammeh, le président sortant, doit vider le plancher à 0,1. Il doit libérer le palais présidentiel et le céder à Adama Barrow. Mais pas question, selon lui, il est vraiment catégorique. Hier, il a décrété l'état d'urgence sur 3 mois. Il dit qu'il ne comprend pas l'ingérence des étrangers dans les affaires internes de la Gambie. Et du coup, donc, depuis hier, les militaires sont partout. Et d'ailleurs, ce matin, il a encore parlé, il a dit Adama Barrow ne va même plus revenir en Gambie. Votre réaction à la Sénétarou? Oui, il faut dire que nul ne comprend la motivation, la réelle motivation de Yaya Jammeh. Quelqu'un qui, juste après avant même les résultats définitifs, dit je reconnais ma défaite et puis après il fait volte-face et vraiment c'est des rebondissements aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je crois que l'étau se resserre autour de Yaya Jammeh. C'est vrai, il est en train de gesticuler par-ci, par-là. Il a même fermé des radios. Il a même arrêté certains militaires qui sont favorables à son adversaire politique, Adama Barrow. Et vous n'êtes pas sans savoir que Adama Barrow et puis certains opposants se sont repliés au niveau du Sénégal parce qu'ils ont peur des représailles par-ci, par-là.
Je crois que fondamentalement, le problème se trouve au niveau de la communauté internationale et puis la CEDEAO qui doit un peu rehausser le ton. Parce que s'il faut laisser Yahya Jammeh continuer sur cette voie, il y a péril en la demeure. Ça veut dire que dorénavant, tous les chefs d'État qui verront qui a une défaite, qu'ils ont essuyé une défaite, et ils iront jusqu'au bout. Ce n'est pas bien pour cette démocratie. Aujourd'hui, tous les peuples aspirent à la démocratie. Et donc, face à un Jammeh qui a régné de maître durant 22 ans, il compte sur certains militaires. Mais il y a une partie aussi qui est du côté d'Adama Barrow. Aujourd'hui, moi j'ai peur parce que vous vous rappelez que dans les années 80, 81 et puis 82, il y avait eu certaines attaques du Sénégal contre la Gambie parce que la Gambie... Il y avait un coup d'État et le Sénégal voulait rétablir le président. Rétablir parce que, entre-temps, la Gambie aussi soutenait les rebelles casamançais. Donc aujourd'hui, Jammeh veut s'appuyer sur la Casamance. Ça veut dire qu'il veut faire... je sais pas, il veut mettre le pays à feu et à sang. Mais c'est une guerre perdue d'avance. C'est perdu d'avance parce qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation. Il y a l'armée nigérienne plutôt, avec l'armée sénégalaise qui sont comme l'armée du Sierra Leone, de la Sierra Leone aussi, qui est prête pour affronter. Mais il a un petit groupe, Jammeh, il compte sur un petit groupe. C'est pour cela qu'il est en train de se dire de résister, mais cette obstination là, jusqu'où ira cette obstination? Moi je crois que pour éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que à un moment donné Gbagbo ne voulait pas lâcher prise et il s'est retrouvé à la CPI. Donc aujourd'hui Jammeh, parce que est-ce que quelque part, entre-temps, quand il s'est retiré de la CPI, est-ce qu'il ne pensait pas que parce que entre-temps j'ai géré ce pays-là mal et lorsque je partirai, je serai poursuivi. Mais ce qu'il fait là maintenant c'est pire, parce que s'il était parti tranquillement, peut-être personne ne va vouloir même le poursuivre. Juste un petit mot parce que rapidement, juste un petit mot, ce que moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment où c'est très difficile et le Maroc maintenant vous demande de venir, c'est-à-dire qu'on vous offre l'asile, il refuse obstinément. Ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Mais c'est un mégalomane. C'est difficile pour un mégalomane de s'exiler parce qu'il se sent roi, il se sent le dieu de la Gambie et c'est difficile pour lui de fuir le pays. Là, il va finir et très mal. Vivre là-bas de façon que les gens l'ignorent. David Baini Kabavi. Non, je pense qu'aujourd'hui, Jammeh n'a plus d'autres alternatives. Les pressions viennent de partout. On a vu un peu la position de l'Union africaine qui a décidé de ne plus le reconnaître comme président à partir de demain 19, s'il refusait de faire la passation du pouvoir. La CEDEAO qui est prête à intervenir. Le Maroc qui a envoyé des émissaires pour rencontrer... La Guinée aussi. Son ami Alpha Condé. Les pressions viennent de partout. Jammeh risquerait de se retrouver étouffé dans une situation qu'il ne voudrait pas, qu'on ne lui souhaiterait pas. Alors s'il continue de tenir tête, c'est parce qu'il compte peut-être sur une partie de l'armée. Mais au sein de son armée... c'est environ 2000 militaires. Il y a des défections qui ont été enregistrées dernièrement. Il y a des arrestations qui ont été opérées. Il y a la population qui fuit le pays. On a parlé de 100 000 Gambiens qui ont déjà traversé la frontière du Sénégal. Et donc au final, on ne sait pas qui Jammeh va diriger s'il continue de se maintenir au pouvoir. Mais je pense quand même qu'il a encore un peu de chance. Nous sommes à quelques heures de cette date. Mais le monsieur est rentré hier. Il a décrété l'état d'urgence hier. Ça veut dire qu'il ne peut pas quitter. C'est les dernières cartouches qu'il est en train d'utiliser comme ça. Il n'a pas d'autres alternatives. Franchement, si la situation, depuis 2 semaines, vous avez vu le lobbying qui a été fait. La pression va crescendo. Voilà, les choses sont passées à la vitesse du TGV. Du coup, aujourd'hui, on sent aussi Jammeh étouffé, affaibli. Et donc, on ne serait pas avec le départ des ministres. Voilà, de le voir partir ou quitter carrément ce pays en soi. Et donc le Maroc qui a proposé même son asile. On a vu le Nigeria, les députés nigériens qui ont proposé aussi le territoire nigérien comme terre d'asile pour Jammeh. Je pense qu'aujourd'hui Jammeh n'a plus toute cette force qu'il avait. Son discours a un peu changé comparativement à son discours au début. On sent Mais il demande que la Cour suprême statue sur son recours. C'est tout ce problème. Il dit il faut que tant que ce ne sera pas fait, il va partir. Il insiste là-dessus. Junior, la Cour suprême
à laquelle se réfère Djamé a recusé Djamé. La Cour suprême gambienne a refusé de se prononcer sur sa requête aujourd'hui. Djamé avait fait nommer des juges sierra-léonais et nigériens. Ils ont refusé de se prononcer. Alors comment pouvez-vous comprendre que tous ceux que Djamé appelle vers lui refusent de venir à lui? Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a ce refus d'aller vers le soutien auquel il a besoin, et que cet homme continue pas à s'accrocher à son armée? Aussi, toute l'armée gambienne était soudée autour de l'homme, on comprendra, il y a des défections, il y a des départs, il y a eu des arrestations dernièrement. Donc aujourd'hui, Djamé, qui continue toujours pas à faire la forte tête, risque de se retrouver dans une situation dans laquelle il ne voudrait pas. C'est le cas de Gbagbo aujourd'hui. On ne le lui souhaite pas. Nous estimons que les heures à venir pourront le faire prendre une décision. Bon, Djamé, il est déterminé, on attend, on espère que d'ici demain, il va se retirer. On l'espère. La pause s'impose. Pause publicité derrière notre invité, le député Ouro Akpo-Tchaniao. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Retour en studio avec notre invité, l'honorable député Ouro Akpo-Tchaniao. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes avant tout membre de l'ANC aussi, donc vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Je suis vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Je suis le secrétaire général adjoint de l'ANC. Ah ok, merci pour la précision. Alors, nous vous recevons pour la première fois cette année, donc bonne heureuse année à vous. Merci. On vous reçoit à tous vos auditeurs et auditrices de la radio City FM et de tous les téléspectateurs de LCF. Bonjour à tout le monde et bonne heureuse année. Nous vous recevons pour parler de l'actualité. Le président de votre parti, qui est aussi le chef de file de l'opposition, a adressé encore un énième courrier au chef de l'État mercredi dernier, 13 janvier, pour être précis. Un long courrier où vous recusez la commission de réflexion des réformes. Au finish, que veut l'ANC? En fait, merci pour me donner en tout cas l'occasion d'éclaircir sur ce point. Que veut l'ANC? C'est une question de principe au niveau de l'ANC. Lorsqu'on s'engage sur un point et lorsqu'on s'engage devant le peuple, on doit respecter ses engagements. Alors, le courrier du chef de file de l'opposition est structuré sur 3 points. D'abord, le premier point, c'est pour rappeler le principe que les réformes que tout le monde réclame aujourd'hui ont une base. La base, c'est l'APG qui a été signée depuis 2006, ça fait 11 ans, et que le chef de l'État lui-même, qui est partie prenante de l'APG, devrait, en collaboration avec les autres acteurs, mettre en œuvre tout ce qui avait été décidé. Et on se rappelle que la CVJR, après, est revenue pour rappeler que ces engagements doivent être tenus. Quand vous prenez les recommandations numéro 4, numéro 5 et numéro 8, qu'il fallait respecter ces engagements-là. Ça n'a pas été fait. Et nous avions été surpris que le 3 janvier 2017, le chef de l'État, après un conseil des ministres, a pris un décret nommant une commission pour réfléchir. Et nous lui rappelons que le temps de réflexion est passé. Le temps de réflexion est passé parce qu'il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Rappelez-vous, la loi portant réforme, le projet de loi portant réforme que le gouvernement a introduit après le dialogue Togo Télécom 2. C'est en 2014, c'est vieux 2014, c'est vieux, c'est vrai, qui a été rejeté par la majorité elle-même. Parce que l'ANC aussi a été intransigeante. Ça dépend de ce que vous appelez par intransigeante. Oui, vous avez voulu qu'on inscrive quelque part qu'en aucun moment, lui ne peut faire plus de 2 mandats. La CVJR, je vous rappelle la recommandation numéro 5.
de la CVJR. Vous êtes journaliste et Oui. je sais que vous la connaissez. Oui, c'est ça. C'est bien écrit ainsi. C'est bien écrit ainsi. Ouais. Alors, où se trouve l'intransigeance de la... Mais l'UNIR disait à l'époque que Non, ce sont nous candidats devons pour être- 2015 qui font des Nous devons être conséquents envers nous-mêmes. On ne parlait pas des candidats. On parle de réformes. C'est deux choses différentes. Les réformes, c'est à part. Le choix des candidats, c'est à part. Le choix des candidats au niveau de UNIR est interne. Et l'ANC n'a rien à voir avec le choix des candidatures au niveau de UNIR. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes intransigeants. Nous sommes respectueux des principes parce que nous avions accepté qui est la paix civile en 2005. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2005. Il y a eu beaucoup de morts, surtout de notre côté. Et nous avions, sur la base des recommandations du rapport de Doudien, accepté aller discuter pour obtenir ce qu'on appelle la paix civile. Et nous avions donné une certaine légitimité à Faure Gnassingbé en 2005 pour qu'il puisse conduire le pays et faire les réformes. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous disons, et c'est le deuxième point que Jean-Pierre Fabre a soulevé dans sa lettre, qu'il ne peut pas se renier par rapport à ses engagements de l'APG et venir créer une commission soi-disant pour réfléchir. Ensuite, troisièmement, nous avions dit, à travers cette lettre, Jean-Pierre Fabre rappelle que c'est ce comportement-là qui a conduit à l'immobilisme au niveau des institutions. Et il a cité, par exemple, toutes les institutions aujourd'hui sont dans une situation compliquée dans leur fonctionnement. Je prends le cas de la Cour constitutionnelle qui, dans plusieurs exemples, s'est comportée comme un conseil. D'abord, rappelez-vous l'affaire de 9 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vieux. Non, c'est la suite, s'il vous plaît. On ne peut pas abandonner son histoire. Parce que c'est l'histoire qui permet... Mais il faut évoluer. Mais on doit aller de l'avant, M. Tchaniao. Vous voulez me dire que on doit abandonner l'histoire. Et que tout ce qui s'est passé au Togo, on doit mettre ça dans perte de profit. Alors quel était le sens de la CVJR? Qui devrait reprendre tout ce qui s'est passé de 1958 à Et réconcilier les Togolais. Ça, nous sommes à l'état de la réconciliation. Mais il faut poser des actes. Et c'est en ce sens que nous ne sommes pas d'accord avec le chef de l'État par rapport à la façon qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il est en train de se raviser. Alors si nous tous, on se ravise par rapport à nos positions que nous avions prises en 2005, qu'est-ce qui va se passer dans le pays? C'est pour ça que nous ne voulons pas aller jusqu'à ce point. Nous demandons que chacun respecte ses engagements. Donc, les engagements qui ont été pris en 2005, c'est le principe, c'est l'APG, et rien que l'APG. Et le chef de l'État ne peut pas se permettre d'organiser une commission de réflexion en prenant des carriéristes. Mais il avait dit ça, il avait dit en Allemagne que la classe politique n'arrive pas à s'entendre, donc il va falloir confier cette question-là aux universitaires et aux intellectuels qui sont plus ou moins neutres. Mais j'ai comme l'impression que vous faites vraiment abstraction de l'histoire, que vous ne vous rappelez de rien. Qui a bloqué les choses? J'étais en train de vous rappeler des propositions et des projets de loi qui ont été introduits à l'Assemblée nationale. Lorsque le projet de loi introduit par le gouvernement a été bloqué par la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, tout le monde avait, en tout cas, essayé d'expliquer. Et certains disaient que c'est l'ANC qui a bloqué, surtout l'opposition, en tout cas la majorité parlementaire. Mais nous avions apporté toutes les explications pour montrer que c'est la mauvaise foi du pouvoir qui a entraîné. Ensuite, l'opposition a introduit une proposition de loi qui a été bloquée, qui n'est pas arrivée en plénière. À 2 reprises. À 2 reprises. Ouais. Et nous avions compris que c'était une façon de nous empêcher de nous exprimer. Parce qu'il y a un article dans le règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui dit que lorsque vous introduisez une proposition de loi qui n'aboutit pas en plénière, il faut attendre au moins 2 sessions ordinaires avant de constater que la loi est tombée en désuétude. Vous voyez? Donc c'était pour nous mettre dans une marge de manœuvre étriquée, pour nous empêcher de nous exprimer sur, en tout cas, les réformes. Et aujourd'hui, le chef de l'État, qui d'ailleurs, après la déclaration d'Allemagne que vous faites référence, a réuni les intellectuels. Pourtant, il y avait les intellectuels à la CVJR. À l'atelier du Ashkroun. À l'atelier du Ashkroun. Je vous rappelle que la CVJR... Que vous avez boycotté votre parti. Nous n'avions pas boycotté, mais nous avions récusé.
Monsieur le député. Si vous, Non, non, permettez que je je termine termine parce que l'idée, oui. vous aviez tout le temps pour me poser Ok. une question. Donc, je dis que les intellectuels, il y en avait à la CVJR. Je vais vous citer au moins 3. Il y avait le professeur Nadia Simtaro, paix à son âme, qui était un historien reconnu, spécialiste du Togo allemand. Il y avait le professeur Ahadi Nono, juriste reconnu sur le plan africain, il n'a pas son légal. Il y avait madame Kissem Tchangaiwala qui était professeur également. Est-ce que il y a même Monseigneur Bariga qui est un intellectuel chevronné, reconnu, en tout cas dans son domaine. Alors on ne peut pas nous dire que tout ce travail qui a été fait là-bas n'était pas un travail d'intellectuel. Après on dit qu'on va rassembler les intellectuels. Nous avions refusé. Mais le travail a été fait et toutes les recommandations ont rejoint notre appréhension que nous avions regroupée dans une proposition de loi qu'on a introduite en juillet 2016. N'est-ce pas? Alors, puisque c'est la position de Maître Apévon, puisque tout ce que a été arrêté au niveau de l'atelier de Hkroum rejoint la position de l'ANC, pourquoi ne pas regrouper tout ça là pour faire une proposition de loi ou bien un projet de loi? Maintenant, on va nous contourner encore par une commission qu'au niveau de l'ANC, nous appelons commission Théodule. Pour nous tourner en bourrique, nous disons non. Oui. Et c'est là où les gens vont essayer de peut-être... C'est là où Patrick Lawson, le vice-président de l'ANC, a interpellé le chef de l'État. Qu'il est en train de nous conduire, nous tous, à réviser nos positions. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Maître Agboibo l'a dit, ce n'est pas parce que le fer s'est refroidi qu'on ne peut pas le réchauffer. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans cette situation. Si aujourd'hui le fer, en tout cas nous sommes prêts, et c'est pour ça que Patrick Lawson l'a rappelé, 2017 sera une année de combat. Nous ne voulons plus aller de tergiversation en tergiversation. Mais la braise est plus vive, donc autant aller négocier que de compter sur... Nous avions prouvé notre bonne foi. Nous l'avions fait en 2005. Avec les larmes aux yeux, avec la douleur. Et dans le sang, nous avions fait. Nous avions accepté donner une légitimité à Faure Gnassingbé à l'époque pour gouverner le pays. En contrepartie, nous tous, on s'est engagés pour mettre en œuvre un accord que nous avions signé. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. Et ce serait grave pour nous tous que chacun puisse réviser sa position. Et c'est pour ça que nous interpellons les intellectuels, que nous appelons des carriéristes. Parce qu'ils n'ont qu'à prendre, en tout cas, tenir compte de la volonté du peuple, parce que chacun sera comptable devant l'histoire du peuple. Monsieur le député, j'ai 2 petites questions pour vous. À vous entendre tout à l'heure, on a l'impression que vous jetez le tort sur l'autre côté, c'est-à-dire sur le parti au pouvoir. Alors, on a quand même constaté que vous avez été plusieurs fois invité à des ateliers auxquels vous avez imposé un refus catégorique. Vous parlez tout à l'heure de récuser l'atelier du Hkroum. Mais de l'autre côté, on parle de refus catégorique de votre parti d'être présent à cet atelier. On a constaté que quand on vous invite à venir réfléchir sur les réformes politiques dans ce pays, l'ANC a toujours dit non. Alors ne pouvant pas attendre, le gouvernement peut-être a décidé d'aller à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a une commission qui est déjà mise en place. Vous récusez cette commission également. Alors si on vous donnait l'opportunité, à vous, à l'ANC, de proposer la composition de cette commission de réflexion, vers qui allez-vous diriger vos choix? Ça, c'est la première question. La seconde question... Non, posez-moi une machine. Vous, à l'ANC... Non, j'ai compris votre... Mais j'ai comme l'impression que vous ne suivez pas l'histoire politique du Togo. Expliquez-la. Dans votre analyse. Parce que c'est vrai que l'ANC, je rappelle que depuis 2005, c'est dans la douleur que nous avions accepté signer l'APJ. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2005. Plus de 1000 morts. Et selon le rapport de Dudien, plus de 500 morts. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait le deuil. Ensuite, c'est une question de principe. Nous avions signé l'APG et l'APG a tout dit. Ce qu'il faut faire, l'APG a dit. Il n'y a plus de réflexion à faire. Ensuite, on est passé outre. Il y a eu les CPDC, plusieurs CPDC. Tous les rapports sont là. Mais on n'en parle plus. On a comme l'impression qu'on est en train de nous tourner en bourrique. Nous n'acceptons pas ça. Nous refusons qu'on ne nous respecte pas. Alors vous dites que nous disons que nous avions récusé
le Ashkroun, parce que dans le principe, le Ashkroun n'est pas appelé à parler des réformes. Et Monseigneur Bariga a été clair. Et vous êtes là en tant que journaliste pour reconnaître que effectivement le Ashkroun n'avait pas pour principe de parler réforme. Et nous n'acceptons pas et nous avions refusé. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, tous ceux qu'on a invités au niveau de Ashkroun ont reconnu d'abord que ce n'est pas au Ashkroun de parler réforme, mais comme l'occasion leur a été donnée, ils ont réfléchi et ont fait des recommandations. Ça fait plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et ce qui est encore plus grave... Ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois. Ce qui est encore plus grave, c'est que dans la création de cette commission, le chef de l'État ne fait même pas cas de ce qui s'est passé au niveau de Ashkroun. On a comme l'impression que c'est une commission théodule. Monsieur Tchenyao, donc on ne sait pas si le chef de l'État a confié les recommandations à la commission, oui ou non. Pour répondre définitivement à votre question, nous on ne parle pas de la commission, nous parlons du principe. Le principe, c'est que le chef de l'État n'a pas le droit, ni l'autorité, encore moins le pouvoir, de créer une commission pour réfléchir sur les réformes. Alors, une question. Au cas où les recommandations issues de la télé du Ashkroun venaient être remises à cette commission, est-ce que vous allez accepter que le travail continue? Nous disons ceci, et il faut que ce soit clair. Sur le principe, nous ne sommes pas d'accord. C'est une question de principe. Nous ne parlons pas du groupe. Mais c'est les résultats qui comptent, M. Tchenyao. C'est les résultats qui comptent, M. Tchenyao. C'est quoi les résultats? Mais si la commission entérine les recommandations du Ashkroun... Elle n'a plus rien à faire. Je vous dis que la commission n'a plus rien à faire. La commission, vous permettez que je... La commission n'a plus rien à faire. Elle va réfléchir. Je vous dis que la réflexion est déjà faite. En fait, en 2007-2008, les réformes devraient être réalisées. Ça n'a pas été fait jusqu'à la création de la CVJR. Oui. Et la CVJR est revenue pour rappeler à chacun ses responsabilités. En faisant des recommandations. Et allez lire la recommandation numéro 4, la recommandation numéro 5 et la recommandation numéro 8. Tout est clair là-bas. Il n'y a plus de réflexion à faire. Donc, il faut mettre en œuvre ce que le chef de l'État pouvait nous dire et pouvait nous convaincre. C'est une commission de rédaction. Si aujourd'hui il dit, bon, d'accord, la réflexion a été faite au Ashkroun, l'ANC a fait sa proposition, chacun, aujourd'hui on connaît la position des uns et des autres, une commission de rédaction, on peut comprendre. Mais une commission de réflexion, mais c'est nous tourner en bourrique. Et c'est pour ça que nous mettons chacun en garde. Que ici, nous sommes en train d'aller vers la révision totale des positions. Si le chef de l'État a prouvé, nous avions prouvé devant tout le monde, que le chef de l'État est l'élément qui bloque les réformes depuis un certain temps. Et nous avions apporté la preuve. Mais c'est pas disant vous accuse aussi d'être l'élément qui bloque. Mais aujourd'hui, vous n'aviez pas la preuve que c'est le chef de l'État qui bloque. Et sinon, sur quelle base il crée cette commission? Sur quelle base il a créé... c'est la suite de l'atelier du Ashkroun. Non, monsieur Junior, moi je ne suis pas journaliste. Oui. D'abord, je suis politicien et économiste. Et je travaille sur les règles et les textes. S'il vous plaît, si vous voulez me poser une question, qu'elle soit sur la base d'une règle et d'un texte. Non, alors, que proposez-vous alors? Mais nous disons que nous, on a fait une proposition de loi. Et lors de la discussion de Togo Télécom 2, il était question, Monseigneur Bariga a posé la question. L'achoppement, c'est, comment l'appelle-t-on là? Comme vous avez dit, la limitation du mandat. Ouais. Nous avions fait notre proposition. Monseigneur Bariga a posé la question à la délégation de UNIR. À l'époque, quelle est votre position? Et le Premier ministre actuel, qui était le chef de délégation ce jour-là, nous sommes sous le mien. Ils sont sous le mien. Ouais. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas donné leur position. Parce que tout simplement, ils n'ont pas reçu des instructions fermes du chef de l'État. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Donc, nous avions compris que jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas donné des instructions fermes. Et c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quand le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, l'a rencontré par 2 fois, en 2014 et 2015, pour parler des réformes, il a dit que les réformes se feront à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez? Et le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a dit que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas sur la base de consensus, mais sur la base de la majorité. Donc, le consensus doit être obtenu ailleurs, en dehors de l'Assemblée nationale. Il a refusé, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, le résultat, il est là. Et ce qui est encore plus grave,
Et c'est là où le chef de file de l'opposition interpelle les institutions. Lorsque le président de la commission des lois a bloqué l'analyse et l'étude, au fond, de la proposition de loi que nous avions eu à déposer, mais personne n'a crié gare. Même la Cour constitutionnelle n'a rien dit. Alors que, lorsque nous avions déposé notre première proposition de loi, qui avait été bloquée, nous avions écrit à la Cour constitutionnelle, qui, au lieu de donner son avis, nous a retourné pour nous demander d'aller nous entendre. Sachant bien qu'on ne pouvait pas s'entendre à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'est pas allé à l'Assemblée nationale pour s'entendre, mais on est allé pour voter les lois selon les principes régaliens. Donc nous avions compris quelque part que même les institutions de l'État fonctionnent pour pérenniser la situation actuelle, ce qui n'arrange pas le peuple togolais à qui nous demandons de prendre ses responsabilités. Oui, honorable député, j'ai comme l'impression que de temps à autre, puisque le chef de l'État, il a toujours une main tendue vers l'opposition pour discuter, mais généralement, on a comme l'impression que le chef de file de l'opposition, à chaque moment, il faut qu'il parte seul pour aller rencontrer le chef de l'État en écartant l'opposition, alors que c'est un combat d'ensemble pour toute l'opposition. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, cette commission qui a été créée pour réfléchir sur les réformes, est-ce que ce n'est pas bien pour l'ensemble de l'opposition d'aller vers cette commission ou de faire en sorte qu'il y ait des représentants au sein de cette commission-là pour y réfléchir? Non, je pense que votre question n'est pas juste. Votre question n'est pas juste parce que le chef de file de l'opposition, c'est la loi qui lui donne l'autorisation. Et le chef de l'État a le devoir de rencontrer le chef de file de l'opposition pour discuter sur la question nationale. Au moins une fois dans l'année. Au moins une fois dans l'année. Et en 2015, le chef de file de l'opposition l'a écrit, le 13 janvier 2015. Jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas répondu. Ça, c'est un. De deux, il vient de l'écrire. Et quand vous dites que c'est le chef de l'État qui fait la main tendue, je vous demande la preuve. Moi, je vous apporte la preuve contraire que le chef de l'État n'a jamais cherché à rencontrer le chef de file de l'opposition. C'est le chef de file de l'opposition qui a toujours demandé. Je n'ai pas dit seulement le chef de file de l'opposition. En tout cas, dans tous les cas, c'est pour ça que je dis que votre question n'était pas juste. Ensuite, pour ce qui concerne toute l'opposition, il faut quand même qu'on commence quelque part. Quand on était à Togo Télécom 1 et Togo Télécom 2, c'est sur la volonté populaire, le chef de l'État a demandé à ce que le dialogue ait lieu. Et nous étions à Togo Télécom 1 comme à Togo Télécom 2. Et nous avions prouvé notre volonté de discuter des questions nationales pour obtenir les résultats. Nous n'avions jamais fait obstruction quelque part. Nous sommes allés même au-delà, proposer, faire une proposition de loi. Mais jusqu'aujourd'hui, le RPT UNIR n'a jamais donné sa position par rapport à toutes ces questions. Dites-moi, quelle est la position du pouvoir en ce qui concerne la durée et la limitation du mandat à ce jour? Quelle est leur position en tant que journaliste? Quelle est leur position? La limitation et la durée du mandat, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous avez dit que la non, durée, je vous pose une question. C'est la durée du H-Kroun. Mais je ne parle pas du consensus qui a été obtenu au H-Kroun. Et au H-Kroun, on sait ce qui s'est passé. Mais le UNIR a été clair à l'Assemblée lors du vote du projet de loi du gouvernement. UNIR dit, pour nous, il faut mettre des compteurs à zéro. C'est quoi le compteur à zéro? Et donc refaire oui, mais son candidat, son champion, se représente de vote 2 fois de plus. Je suis désolé, et peut-être je serai obligé de vous le dire encore une fois. Moi, je suis député et je fonctionne sur les règles et les textes. Et la loi, telle que j'ai appris en 3e année, c'est l'expression de la sagesse transcendantale qui est le code moral d'une société, qui est l'expression de la volonté générale. Donc, ce n'est pas, la loi n'a jamais été taillée pour une personne. Je vous en prie pour une dernière fois. Ne me parlez pas des candidats d'un parti. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Mais c'est une aberration. Le président du groupe parlementaire, je vous dis que c'est une aberration. Mais c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que vous rappeler ça. J'ai le courage de vous regarder les yeux dans les yeux pour vous dire que c'est une aberration. Vous l'avez dit au président du groupe parlementaire. Mais je l'ai dit en face. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Je l'ai dit en face. Monsieur Tchaniao, vous savez, je ne suis pas quelqu'un. Que faut-il faire pour sortir de crise? Parce que lui propose une commission de réflexion. Vous recusez la commission. Ou alors nous, que faut-il faire? C'est ce que nous disons. Qu'il faut cesser de tourner les autres en bourrique. Mais le temps passe, bientôt les législatives. Mais nous sommes conscients. C'est pour ça que nous demandons au chef de l'État, au lieu de mettre une commission
de réflexion, il faut mettre une commission de rédaction. C'est ce que nous demandons. Et s'ils refusent, on fait quoi? Vous savez, je vais vous rappeler ce maxime de John Locke. John Locke dit, le pouvoir a le droit de refuser de respecter la volonté du peuple. Mais le peuple a le droit de le sanctionner. C'est ce qu'il appelle le droit de résistance, la sanction du droit à la résistance. Ils peuvent résister, ils ont resté depuis 11 ans. Ça fait 11 ans que Faure Gnassingbé, le chef de l'État, qui a promis partout, même, vous vous rappelez la déclaration d'Atapamé, plus jamais ça, où il a dit qu'il va mettre en œuvre les décisions de l'APG. Il l'a dit publiquement, il l'a dit sur des chaînes de radio et de télévision internationales, mais il ne l'a pas fait. Mais c'est son droit de refuser de faire. Mais nous disons que le peuple, à tout moment, on peut tromper le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas le tromper. Mais le peuple lui fait confiance, puisqu'en 2015, il a été réélu. D'accord. Je vous dis d'accord. Mais je vous rappelle que c'est l'année où Margaret Thatcher a été élue à plus de 60%, c'est l'année-là qu'elle est partie du pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple a encore confiance? C'est qui le peuple? Le peuple togolais. C'est qui le peuple? Vous faites partie de quel? Je fais partie. Alors, vous ne pouvez pas me poser la question. La question, c'est à nous tous. Moi, je suis un député. Vous êtes député d'une formation politique de l'opposition. Monsieur le député, je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la base de vos analyses, vous aviez dit que le pouvoir peut continuer de résister et que vous appellerez le peuple à le sanctionner? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est John Locke qui voilà. Dit. Vous nous l'avez transmis fidèlement. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple a encore confiance en vous? Moi, on n'a pas besoin que le peuple nous fasse confiance. Alors, qu'allez-vous faire? Ce que nous demandons au peuple, c'est de prendre ses responsabilités. En quoi faisant? Mais vous savez, chaque individu, s'il te plaît, chaque individu que nous sommes, est un maillon de la chaîne dont la marge de manœuvre n'est jamais nulle. Chacun doit pouvoir s'indigner par rapport à sa situation. Ce n'est pas à moi de venir m'indigner pour toi. Ce n'est pas à toi de venir t'indigner pour moi. Nous vivons une situation. Si on est d'accord, ça n'a qu'à continuer. Chacun ses intérêts aussi, monsieur. Mais bien sûr, c'est ça le rôle du politique. C'est pourquoi nous on définit la politique comme l'harmonie des intérêts. Parce que quand vous prenez la tête d'un pays, c'est que vous devez faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que vous faites. Aujourd'hui, regardez la situation de notre pays. C'est un retard. Vous avez fait, je vous ai suivi quand vous avez fait, comment l'appelle-t-on, la une des journaux. Il n'y a pas un journal qui exprime en tout cas une gaieté populaire quelque part. Regardez les Togolais. Dans les yeux, vous voyez, c'est la souffrance partout. Vous dites qu'on coupe le courant chaque jour. Et vous avez eu l'honnêteté de dire que c'est parce que la boîte est mal gérée. Mais tout est mal géré partout. Ce n'est pas la CET. Nous, à l'Assemblée nationale, nous avions rejeté le rapport de la CET qui nous avait été présenté. Parce que c'est une légèreté inacceptable. Regardez ce qui se passe au niveau de la SNPT. Depuis 4 ans, la SNPT n'a pas versé un seul rond. Pourtant, ils ont déclaré des bénéfices avec des dividendes de plus de 1 milliard chaque année. Alors, le pays est géré de cette façon. Et vous me dites, moi, que c'est à moi. Non, c'est tout le peuple. Regardez nos hôpitaux. C'est quand vous allez à l'hôpital que vous allez réfléchir sur vous-même. Est-ce que c'est tout à fait normal que le CHU Campus ne puisse pas avoir un bloc opératoire? Vous trouvez ça normal que depuis 3 ans, on n'a pas pu construire le bloc opératoire? Et vous me dites, c'est pour ça que j'ai dit à chacun de prendre ses responsabilités. Vous les journalistes, regardez la façon dont vous êtes un 4e pouvoir. Et regardez comment la manière dont vous êtes géré. Et si vous êtes content, vous êtes d'accord que vous soyez géré de cette façon, c'est à vous. Moi, je ne viendrai pas faire le travail à votre place. Aujourd'hui, regardez les enseignants. Tout ce que les gens disent, parce que c'est un ras-le-bol. La plateforme des enseignants, je faisais partie de ceux-là qui l'ont écrite en 2008. Le syndicat des enseignants techniques a été créé dans mon salon, à Kara. Mais moi, je ne suis plus enseignant. Je ne suis plus là-bas. Et aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avions mis comme élément revendicatif, ça n'a pas abouti. Vous me dites, moi, de faire quoi? Je suis le représentant. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et c'est ce que, s'il vous plaît, et c'est ce que nous demandons. Et chacun, vous regardez, vous dites que est-ce que le peuple va le faire? Tous les regroupements qui se font aujourd'hui, quel est l'objectif? C'est pour amener le pouvoir à respecter ses engagements pour que nous avançons. Tous les pays. Faire les réformes. Faire les réformes et faire avancer le pays. Regardez le Burkina Faso aujourd'hui. Au moins,
on est sûr que les institutions sont là pour gérer le pays au nom du peuple. Au Bénin, tout le monde est d'accord que les institutions sont là pour... Dans l'affaire, comment l'appelle-t-on là, à Javon, tout le monde était sûr que la justice béninoise allait dire le droit. Parce qu'on sait que les institutions là-bas sont fortes. Elles ne sont pas aux potes. Mais ici, la Cour constitutionnelle, même personne n'a confiance à la Cour constitutionnelle. Merci, mais non, merci, M. Tchaniao. Non. Nous sommes en 2017. Le temps est parti. Le temps est parti. Pour nous, 2017 est une année de combat. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer, c'est... Mais moi, je ne suis pas Dieu. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Monsieur Tchaniao, l'émission Tira Safa, on a beaucoup parlé. Le mot de fin vous revient. Non, je tiens sincèrement à vous remercier. Et en tout cas, dire à chacun que ce pays est quelque chose qui nous tient à cœur. Et que nous devons, chacun de son côté, faire un effort pour aplanir en tout cas nos différends et avancer. Et je tiens sincèrement à faire un mot, si vous permettez, à l'endroit des éperviers. Un chapeau à Adebayor, qui en tout cas a prouvé qu'il est un leader et un homme sur qui on peut compter. Et en tout cas, moi je pense que l'année 2017 est l'année du Togo dans tous les domaines. Et que, en tout cas, même s'il ne peut pas nous ramener la coupe, on les attend en finale. Qui la chante ainsi? Qui la chante ainsi? Qui la chante ainsi? Qui la chante ainsi? Je ne peux pas le mercredi 18 janvier 2017 s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Lassani Antaro du journal Vérité des Peuples. Merci à toi, David Baini Diagbavi. Merci à l'honorable député Ouro Akpo Tchaniao. Portez-vous bien. À très bientôt sur LCF City FM.